essayer de montrer en quoi la transformation des institutions s'accompagne forcément d'une transformation de la vision que nous pouvons avoir de la création de valeur économique. Ce que je veux ajouter à ce que vous a déjà été dit ce matin, c'est que ces transformations tâtonnantes, Didier a parlé des épisodes successifs de la vision d'aménagement du territoire. Il y a une chose qui est frappante dans son récit, c'est que on monte des dispositifs à un moment donné, des politiques de la data, des contrats de pays, la loi Voynet, les trucs de Pasqua, enfin, ça dure quelques années, et puis on passe à autre chose. Il y a une précarité des outils et des institutions de l'aménagement du territoire qui est quand même assez frappante. Elle est d'autant plus frappante que quand on commence à avoir un peu de mémoire longue de ces processus-là, on s'aperçoit que c'est cyclique. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la séquence où on a fait la loi MAPTAB en disant tout se passe dans les métropoles, et puis on s'est rendu compte qu'il fallait quand même mettre un peu d'argent et un peu de moyens sur la ruralité, et puis aujourd'hui le gouvernement prépare un truc sur la contractualisation territoriale. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 50 ans, quand Guichard a fait les métropoles d'équilibre, puis les contrats de ville moyenne, puis les contrats de pays. Donc il y a une espèce à la fois de fragilité de ces dispositifs et de retour des mêmes problématiques qu'il faut essayer d'analyser. Ce que je voudrais là dire, c'est que les phénomènes que Luc a décrits, c'est-à-dire les différents moyens, les différents endroits où on est en train de rechercher par l'expérimentation de nouvelles façons de structurer l'action collective, de coopérer. Ça, c'est la face claire de ce qui est en train de se passer. Il faut avoir conscience qu'il y a une face sombre de tout ça, et cette face sombre s'appelle le déclin des institutions. Nous vivons une époque où l'architecture de l'institution de la société, de l'architecture de ce qui fait que la société se représente elle-même comme quelque chose de structuré, d'organisé, de durable, de lisible, cette architecture qui date du XIIIe siècle, elle est en train de disparaître. Donc c'est un peu comme la crise climatique, je veux dire, c'est des phénomènes qui transforment le monde dans des choses qui sont dans la très longue durée et qui impactent très profondément notre façon de faire société. Et ça explique bien pourquoi il y a de l'anxiété dans tout ça. Pourquoi il y a de l'inquiétude, pourquoi on ne se sent pas forcément très à l'aise dans cette transformation des institutions. Pour résumer les choses de façon très schématique, mais le schéma suffit. Après, on peut passer du temps à regarder historiquement comment ça se décline dans les différentes institutions, mais pour expliquer les choses schématiquement, une institution, depuis que l'Église a capté l'héritage du droit romain pour construire l'architecture institutionnelle des sociétés occidentales, une institution, c'est un système dans lequel les individus obéissent à des lois fondamentales. Ces lois fondamentales, elles ne sont pas connaissables, elles ne sont pas accessibles aux individus ordinaires. Ils ont besoin de médiateurs pour comprendre ce que sont les lois auxquelles ils doivent obéir, qui guident l'univers dans lequel ils sont. Et une institution, c'est un système hiérarchisé d'accès à la connaissance des lois fondamentales. Donc l'Église, c'est ça. L'Église, c'est ça. Le croyant de base, l'Église catholique, je ne parle pas du protestantisme. Dans l'Église catholique, le croyant de base, il n'a pas directement accès aux vérités religieuses. Il y a un système hiérarchisé du prêtre, de l'évêque, du pape, etc., qui lui dit comment il doit comprendre les lois fondamentales qui gouvernent le monde. Et cette hiérarchie, son métier, sa fonction, c'est d'interpréter, de rendre accessible au commun des mortels des lois qui sont obscures, qui sont compliquées à comprendre. C'est ce qu'on appelle la vulgate. Le mot vulgate, qui est un mot très péjoratif dans le vocabulaire contemporain, il signifie qu'on traduit dans une langue compréhensible par le peuple. Le vulgus, c'est le peuple. Ça n'a rien de péjoratif à la base, mais c'est traduire dans une langue compréhensible par le peuple des vérités qui ont été écrites dans une langue qui, elle, n'est pas compréhensible. Ce schéma-là, il a été reproduit par toutes les institutions depuis. Toutes les institutions de l'État sont construites de la même manière. Les institutions, évidemment,
de l'enseignement, de la santé, mais les instruments opérationnels du pouvoir. Quand on fait des études de sociologie à l'université, la formule que tout le monde répète, c'est toujours qu'est-ce qui définit le pouvoir de l'État? C'est le monopole de la violence légitime. Parce que ce pauvre Max Weber, qui était un sociologue allemand du début du XXe siècle, a écrit cette formule dans un papier qu'il n'a jamais publié, mais qui a été découvert après sa mort. N'empêche que c'est devenu la définition du truc. Or, quand on s'intéresse de près à la façon dont l'État se construit, notamment entre le XVIIe et le XXe siècle, on se rend compte que ce n'est pas du tout l'exercice de la violence qui caractérise l'État moderne. Le monopole de la violence, ça existe depuis la nuit des temps. Ce qui caractérise l'État moderne, c'est sa capacité à construire des outils de production, de rétention et de diffusion du savoir. C'est un modèle qui est inspiré du modèle de l'Église, c'est-à-dire qu'un appareil d'État, c'est un appareil qui fabrique du savoir, un cadastre, un recensement, concentrer les informations nécessaires pour lever l'impôt, c'est des fonctions basiques, mais c'est aussi du savoir technique. L'État se construit des corps qui sont chacun dont la mission est de maîtriser, de produire et ensuite de conserver et parfois de diffuser du savoir. Donc vous avez des corps d'ingénieurs qui ont été le cœur en France, les corps d'ingénieurs ont été le cœur de l'État. C'est pas du tout la police, la justice, les machins qui s'occupent de violence et de répression qui ont été le cœur de l'État. Ils ont évidemment joué un rôle important dans des moments de crise, mais ce qui fait la force de l'État, c'est ça. C'est je produis de la connaissance scientifique, de la connaissance médicale, de la connaissance sur la population, de la connaissance technique et de la connaissance sur les territoires, évidemment, et sur la base de cette connaissance, je construis des outils d'action basés sur l'expertise. Ça, c'est comme ça que notre État a fonctionné, et cette forme de verticalité et de concentration est bien plus importante dans notre histoire que ce qu'on a appelé le jacobinisme. C'est pas tellement le fait que le pouvoir soit à Paris qui compte dans notre affaire, c'est que le pouvoir soit détenu par un petit nombre de gens qui détiennent du savoir. L'ingénieur, en ce qui concerne le domaine de l'action sur les territoires, mais le médecin, l'assistant social dans le champ social, évidemment le prof dans le domaine de l'éducation, il fonctionne comme ça. Je détiens un savoir auquel tu n'as pas accès, et là où l'institution devient extrêmement efficace et où l'institution s'inscrit dans la tradition républicaine et démocratique, c'est quand le second message, c'est si tu t'insères dans l'institution, si tu te conformes aux règles de l'institution, tu vas pouvoir cheminer à l'intérieur et un jour, tu monteras dans la hiérarchie et un jour, tu auras accès à la compréhension et à l'interprétation des règles fondamentales. Ça, c'est, en vous regardant travailler, je pensais à ça tout à l'heure, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la civilisation du tableau noir. C'est-à-dire, vous êtes une bande d'ignorants, je suis le sachant, je me mets au tableau et je vais pas à pas vous conduire de l'ignorance vers le savoir. Alors, il y a des institutions qui fonctionnent plus ou moins comme ça, c'est-à-dire qu'évidemment, l'école de la République fonctionne fondamentalement comme ça. La médecine, dans sa conception traditionnelle, fonctionne pas comme ça. La médecine, c'est je suis le sachant, tu es l'ignorant, je te dis ce qui est bon pour toi, et puis tu te contentes de ce que je te dis, et après tu iras mieux. Ce modèle de domination est ce que j'ai appelé la matrice tutélaire. C'est-à-dire les institutions publiques, les institutions de l'État exercent sur les citoyens un pouvoir de tutelle. Qu'est-ce que c'est une tutelle au sens banal du droit civil du mot? Une personne qui est en tutelle, c'est une personne qui n'est pas capable de décider pour elle-même, et donc il y a quelqu'un qui décide pour elle. La personne qui est le tuteur, il est en position de domination sur la personne en tutelle. Mais cette domination, c'est l'exercice d'un pouvoir, c'est l'exercice d'une supériorité par rapport à une infériorité, elle s'exerce au profit de la personne dominée. Cette notion-là, elle est fondamentale pour comprendre comment nos institutions ont été construites et ont fonctionné pendant des siècles. Voilà. Ça, c'est en train de disparaître. Et chacun d'entre nous, dès lors qu'il exerce une fonction d'autorité, une fonction d'expertise, une fonction de savoir, chacun d'entre nous est fragilisé dans sa façon d'exercer son métier. Aujourd'hui, ce que vous ont décrit Didier et Luc, c'est cette phase de tâtonnement de la société. Alors, toutes ces architectures sont en train de se casser la figure. Ça donne lieu à des discours de nostalgie, de regret,
perte des repères, de perte de l'autorité, il faut revenir en arrière, il faut rétablir le ceci, le cela. Le service national universel, c'est ça, hein, on va refaire un peu d'uniforme, un peu de montée des couleurs, un peu en rang, etc., pour retrouver ce qui a fait la cohérence de la nation derrière l'exercice de l'autorité. Mais je veux dire, c'est désespéré. Parce que la société ne fonctionne plus comme ça. Nous sommes passés de la civilisation du tableau noir à la civilisation du post-it. C'est-à-dire, on est dans la production de savoir est un phénomène. On a un peu de méthodologie, on commence à avoir un peu d'expérience de la civilisation du post-it, donc on est de plus en plus efficace dans ce genre d'exercice. Bernard vous a fait un truc très sophistiqué qui montre bien qu'il maîtrise pas mal la technologie, mais on va fabriquer du savoir par de la coopération, par de la mise en commun. Ça, c'est le changement institutionnel. Et donc, ça donne les interrogations et les problématiques de gouvernance que Luc a expliqué tout à l'heure, où la gouvernance devient plurielle, multiple. On est à la recherche de l'horizontalité, on est dans ces problématiques-là. La problématique aujourd'hui, ce qu'on appelle un territoire aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, pour moi, un territoire, c'est le périmètre à l'intérieur. Vous voyez, je m'intéresse qu'aux acteurs, je ne m'intéresse pas du tout au substrat géographique. Pour moi, en termes politiques, ce qu'on appelle aujourd'hui un territoire, c'est ce périmètre dans lequel je sais suffisamment qui est qui pour pouvoir construire un système efficace dans le jeu d'acteurs. Pourquoi le mot territoire est devenu si envahissant dans notre vocabulaire de l'action collective? Pourquoi est-ce que tout le monde ne parle plus que de ça aujourd'hui? Parce que nos institutions organisées par l'État, nos collectivités territoriales telles qu'on les existait, ce découpage du territoire qui était fondamentalement un exercice militaire, il a cessé de structurer l'action collective. Et donc l'action collective est déstructurée. Les dernières réformes qu'on a faites, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, la création des méga-régions, des métropoles, etc., ça a fini de déstructurer l'action collective sur les territoires. Ce sont des outils qui ont été construits sur la base de doctrines économiques, d'économie d'échelle, de concentration, de diminution de niveau, etc. Et ça ne correspond pas aux conditions de l'action, et donc on en est là. La deuxième chose que je voudrais évoquer avec vous, dans ce contexte-là, où la définition de l'intérêt général, c'est-à-dire les finalités de l'action collective deviennent si difficiles à formuler, je voudrais... comment ça marche ça? Ça marche comme ça. Je voudrais vous montrer comment, actuellement, avec la Fonda, j'essaye d'illustrer la dimension économique de ce phénomène. Et la question, c'est, dans cet univers-là, où il y a une multiplicité d'acteurs, et où chacun est à la fois à la recherche de relations coopératives avec les autres, mais où il a aussi besoin de construire son propre fonctionnement économique, sa propre utilisation des ressources, comment est-ce qu'on analyse les choses? Ça, c'est un modèle d'analyse de création de la valeur qui existe depuis 1985, qui a été inventé par un gourou du management de Harvard qui s'appelle Michael Porter. L'apport de Michael Porter au management d'entreprise, ça a été d'expliquer que ce qui permet à une entreprise de dégager de la marge bénéficiaire et d'être concurrentielle sur un marché, ça n'est jamais un aspect du fonctionnement de l'entreprise. Et en particulier, il dit, on a l'habitude de concentrer l'analyse de la valeur des entreprises dans les activités de base, et donc on dit qu'une entreprise est concurrentielle parce que son service de recherche-développement a inventé un truc génial, parce que sa chaîne de production est particulièrement efficace, parce que son service de marketing a bien identifié les clients qu'il fallait viser, ou bien parce que la façon dont elle rend service à ses clients, sa chaîne de magasins, etc. Michael Porter dit, si vous analysez comme ça, et que vous ne tenez pas compte de toutes les autres ressources de l'entreprise, vous passez à côté de la plaque. La capacité d'une entreprise à dégager de la marge, elle résulte de la combinaison de l'ensemble de ses activités. Et selon le secteur dans lequel vous vous trouvez, le type de concurrence auquel vous êtes confronté, le type de produit ou de service que vous produisez, eh bien, la façon de combiner ces différents facteurs est différente. Et le bouquin de Michael Porter fait 700 pages, qui s'appelle L'avantage comparatif, est après ce schéma-là, il est posé dans les 15 premières pages du bouquin, et après tout le reste du bouquin, c'est des études de cas, des variantes de la construction d'une chaîne de valeur.
Moi, je trouve que cette analyse est intéressante parce qu'elle est systémique. C'est-à-dire, elle consiste à dire, la valeur, elle est dispersée dans un tas d'endroits. Et mon intuition, c'est que cette façon d'analyser la valeur, elle s'applique assez bien à la façon dont on peut analyser la création de valeur du point de vue de l'intérêt général. Pourquoi ? Parce que si vous appliquez ce mode d'analyse à un acteur de type administratif ou un acteur de type social, vous obtenez ce schéma-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez, comme chez Michael Porter, des activités principales qui sont la production de ce que vous faites, la mobilisation de savoir technique, la construction d'équipements, l'implantation, etc. Mais que ces activités-là ne sont pas possibles si vous n'avez pas non seulement des activités de support, mais, ce qui est beaucoup plus important, pour pouvoir mener à bien ces activités, vous avez besoin de mobiliser des ressources qui sont des ressources qui appartiennent au commun. Alors ça peut être des ressources comme, évidemment, les ressources naturelles, ça peut être des matières premières, ça peut être de l'eau, ça peut être de la biodiversité, ça peut être du paysage, ça peut être de l'espace, tout ce que vous voulez, mais ce sont aussi des ressources humaines, des ressources de caractère social, la tradition d'un territoire, ses savoir-faire, sa culture. On sait bien qu'il y a des territoires qui ont des cultures plus ou moins développées, du travail coopératif. Les Bretons sont beaucoup plus doués que les Provençaux pour faire, par exemple, se mobiliser en commun pour développer leur agriculture. Les Bretons qui ont quand même un climat qui n'est pas toujours très facile, ils sont devenus des producteurs de fruits et légumes vraiment de première catégorie. Ils produisent y compris des tomates et des fraises. Et pendant ce temps-là, les Provençaux, qui avaient des conditions climatiques bien plus favorables pour ces productions-là, n'ont pas été capables de résister à la concurrence de l'Espagne et du Portugal. Je finis en disant, dans une activité d'intérêt général qui mobilise les ressources du commun pour fabriquer, produire de la valeur, ce qu'aujourd'hui on appelle l'impact social et qu'on n'a pas beaucoup de mal à définir, pour moi, c'est la capacité à enrichir ou à régénérer ou à faire vivre ces ressources du commun qui permettent de produire l'activité économique. Et je conclus en disant que l'univers dans lequel nous évoluons et la façon dont nous abordons la question de la dynamique d'un territoire, sa capacité à fabriquer du projet, à se projeter dans l'avenir, c'est un mix de comment on gère la transition institutionnelle, comment on passe à des institutions qui fabriquent de la décision collective par de la verticalité, par de l'accès exclusif à du savoir, à des institutions qui fabriquent de la décision collective par de la coopération, du mélange de savoir, du post-it. On colle tous les post-it sur le tableau, on fait un peu de brainstorming ensemble, on en tire un certain nombre d'idées, et puis on va de l'avant comme ça. Ça, c'est le fonctionnement institutionnel, et le fonctionnement économique, il est là. Ces deux phénomènes vont ensemble. C'est-à-dire, quand on est dans un processus, dans un contexte où on va raisonner sur le développement d'un territoire, on va devoir à la fois fabriquer ces processus de coopération et de décision collective et raisonner en termes de construction d'une chaîne de valeur circulaire, d'une chaîne de valeur où chacun des acteurs économiques du territoire génère de la marge de bénéficiaires pour pouvoir évidemment se rémunérer et se payer, mais il faut que sa capacité à créer de la valeur soit aussi contributive au renouvellement, à la régénération des ressources du territoire.